Voilà, l'article 66. Écoutez-moi. Non, ce n'est pas une affaire. Que vous faites... Le Cameroun n'invente pas le droit. Oui, mais Monsieur Obama. Je suis d'accord avec vous. La constitution camerounaise, ils ont copié ce qui se passe ailleurs. La constitution camerounaise. Non. C'est pas une affaire de Cameroun. On ne va pas tropicaliser le droit. Je ne veux pas avoir des débats avec vous. Je suis en train de dire... Est-ce que vous me comprenez? Non, c'est je ne veux pas avoir un débat avec vous sur le mandat impératif. Vous m'avez posé la question, vous ferez comment? Vous avez répondu. Moi, je retiens votre réponse. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a d'autres juristes comme vous. Vous refusez. En fait, vous ne voulez pas comprendre. Il y a des Camerounais qui veulent pas moi que vous devez convaincre. Alors, j'ai cette tribune. Moi, je vous rappelle. J'ai cette tribune pour rappeler aux Camerounais. Oui, allez-y. Que la transhumance politique n'est pas interdite au Cameroun. Ça veut dire quoi? Un député, un conseiller municipal qui quitte un parti pour intégrer un nouveau parti représente désormais ce parti. Parce que le terme parti représenté renvoie à l'idéologie. Il ne renvoie à rien d'autre. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, cet exemple partant, article 66 de la Constitution ivoirienne dit clairement, chaque député représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Et c'est la même chose qu'au Cameroun. Dans tous les pays africains, j'ai pris les constitutions du Malawi. Je peux vous les lire, mais ça va prendre du temps. Toutes ces constitutions, le moment venu, nous allons soumettre ce cas. Donc, quand on parle de parti représenté, soyez vraiment, il ne faut pas qu'on s'amuse avec ces interprétations camerounaises qu'on veut déjà en faire du droit. La constitution camerounaise est une copie des constitutions qui existent en Afrique francophone. C'est une copie. Vous prenez la constitution ivoirienne, vous prenez la nôtre, c'est pratiquement la même, c'est du Sénégal, c'est la même chose. Donc on n'a pas inventé. Les constitutionnalistes, tout le monde le sait. Allez interpréter n'importe quel constitutionnaliste sur cette question. Il n'y a pas de rapport mandat dans le cadre d'un pays qui évolue sous le régime de mandat représentatif et dans un conseil régional. Je comprends pas. Oui, c'est-à-dire quoi? Le texte dit que les candidats investis par un parti politique non représenté à l'Assemblée doivent avoir les signatures. Au Sénat, voilà, doivent avoir les 300 signatures. Donc, à contrario, quand on raisonne, ça veut dire qu'il y a des partis représentés qui n'ont pas besoin de, qui n'ont pas besoin de signatures. Tout à fait. Or, il se trouve que il n'y a pas de parti représenté au sens de mandataire du parti. Je vais m'expliquer. Mandataire, ça veut dire quoi? Mandataire, le parti t'envoie le représenter et tu agis sous les ordres du parti, du parti qui t'envoie le représenter, qui est considéré comme ton mandant. Vous comprenez? Alors, le parti représenté ne peut pas exister dans ce sens en droit camerounais. Parce que le droit camerounais, je parle du droit camerounais, reconnaît le mandat représentatif. Le mandat impératif est nul. Que ce soit par la Constitution, mais aussi par la jurisprudence de la Cour suprême du Cameroun. Parce qu'il y a eu des jurisprudences. Oui, des jurisprudences. Ayapol. Je crois Ayapol, il y a d'autres jurisprudences, je crois je sais pas, il y a des jurisprudences, en fait, je ne les ai pas ici. Le droit camerounais reconnaît le caractère représentatif des élus. Il ne reconnaît pas le caractère impératif des mandats. C'est le droit camerounais. En ce qui concerne les députés, la Constitution est claire là-dessus. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous représentez un parti politique dans un rapport mandataire. C'est-à-dire que voilà mon représentant, comme monsieur Obama est le représentant de BNews. Vous voyez, la représentation dont il est question à l'article 121, c'est une représentation idéologique. Et c'est ce qui se passe dans tous les pays. Dans tous les pays, quand on parle de parti représenté, je vais prendre le cas de la France. Vous entendez dire que le Parti socialiste, il représente le Parti socialiste, il représente le parti, je crois, LFI et tous les autres. En réalité, il ne s'agit pas d'une représentation mandataire, sinon on porte atteinte au caractère représentatif des mandats. C'est plutôt l'idéologie, c'est-à-dire que ces députés-là, ces élus qui sont dans les conseils, dans les assemblées, au Parlement, représentent l'idéologie de ces partis. C'est pour ça que vous entendez parler de députés de droite, députés de gauche. Et pour être représentés là-bas, ces partis-là se regroupent dans le cadre de ce qu'on appelle des groupes politiques ou groupes parlementaires. Ce sont des affinités politiques. Donc vous allez retrouver là dans le groupe parlementaire qu'il y a d'autres partis
il n'y a pas seulement ce parti-là qui porte, vous prenez le cas du parti Renaissance du président Macron, il y a d'autres partis à l'intérieur. Donc c'est un groupe. On dit député Renaissance. Ça ne veut pas dire député du parti Renaissance. Non, c'est député du groupe politique, donc affinité politique. Donc ceux qui défendent une idéologie. Par exemple, nous défendons la pêche nous défendons l'agriculture. Donc nous tous nous avons le même point de vue sur ce point-là, sur ce plan-là. Donc nous allons à l'Assemblée pour défendre, nous nous mettons ensemble pour défendre cette idéologie. À ce moment-là, on dit que les partis sont représentés. Parce que c'est leur idéologie qui est représentée. Et quelle est la conséquence juridique? Si vous permettez, c'est très important. Allez-y. Moi, je veux pas vous contredire sur la question parce que il y a tellement d'avis sur le mandat impératif. Non, les Camerounais sont. Et je pense que le débat sera guidé par le Conseil constitutionnel. Je ne veux pas évoquer si c'est que le professeur Magloire on doit en penser. Non, le Conseil constitutionnel. Le professeur Olinga. Le Conseil constitutionnel du Cameroun ne peut pas inventer le droit. Cette affaire-ci, le Cameroun n'a pas inventé ça. Mais que dites-vous? Mais que dites-vous d'une déclaration antérieure? Non, attendez d'abord, NSI. Allez-y. Mais je voulais c'est pas une personne, c'est pas une question de personne. Oui. C'est une question de droit. Je suis en train de dire la notion de parti représenté ne peut pas renvoyer à la représentation mandataire-mandat. Sinon, on va violer un principe essentiel de droit qui remettrait même en question le fondement de la nation. Parce que tout élu, qu'il soit même conseiller municipal, même s'il représente la commune, il est en train de représenter indirectement la nation. Parce qu'au-dessus de tout, il y a la nation. Donc le conseiller municipal de Yaoundé, lorsqu'il défend les intérêts là-bas à la commune, il ne défend pas les intérêts seulement des personnes qui sont parties. Ça j'ai compris. Il défend les personnes, toutes les personnes qui vivent dans son. Est-ce qu'on se comprend? Je vous ai dit, sur la question du mandat impératif, vous n'aurez pas de contradiction parce qu'il y a déjà. Voilà. Donc je vais donc. Les juristes, vous ne vous accordez pas. Oui, donc on attend que le débat soit guidé par le Conseil constitutionnel. Allez-y. Je vais continuer si vous permettez. Allez-y. Alors parce que là j'étais dans une démarche. Donc ça fait que il y a ce qu'on appelle la transhumance politique qui est autorisée en droit camerounais et dans d'autres pays. On appelle aussi ça le nomadisme politique. Vous allez en Italie, ça se vit tous les jours. Ça dit qu'une personne est dans un parti, a été investie dans un parti, défend une idéologie, à un certain moment, elle décide d'aller dans une autre idéologie au sein de l'hémicycle. Et même les anglo-saxons connaissent ce système-là. Ils parlent de traverser de l'hémicycle. Donc, vous pouvez être d'une idéologie, d'un groupe politique, défendant une idéologie, et à un moment, vous décidez de changer. Vous allez donc maintenant défendre cette idéologie-là. Et vous allez représenter cette idéologie-là. Vous allez donc représenter l'idéologie de votre parti. Il y a des pays qui ont remis ça en question parce qu'ils ont constaté que les députés étant en train de... Il y avait ce mouvement de va-et-vient. Vous allez, par exemple, je vais prendre un cas. Je vais prendre le cas des pays comme l'ancienne constitution du Gabon. Vous allez prendre la RDC. Vous allez prendre où ils ont bloqué, alors que leur constitution parle de mandat impératif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais prendre l'article 10 de la constitution de la RDC. Qu'est-ce qu'il dit? Tout député national ou sénateur qui quitte délibérément son parti politique est réputé renoncer à son mandat de parlementaire ou obtenu dans le cadre du parti. C'est-à-dire ils ont pris une disposition parce que dans leur constitution, il est dit que le mandat impératif est nul. Le mandat impératif étant nul, c'est un blocage. Il ne peut pas contrôler la transhumance politique. Donc ils ont pris des lois, ils ont pris des dispositions pour empêcher cette transhumance. Or, cette disposition n'existe pas en droit camerounais. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Le parti de M. Laurent Gbagbo, le parti des peuples africains, je crois que c'est ça l'appellation, aujourd'hui a un groupe parlementaire, alors qu'il n'a pas participé aux élections de 2021, de mars 2021. Le parti est créé en octobre 2021. Ce parti-là a aujourd'hui 18 députés. C'était des membres d'un parti qui a été créé. C'est une branche dissidente du parti du FPI. Ils ont créé un parti. Ils ont participé à l'élection législative de 2021, de mars 2021. Ils ont eu 18 places. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand M. Gbagbo crée son parti en octobre 2021, ils ont intégré le parti de Gbagbo. Et vous allez à l'Assemblée ivoirienne aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a un groupe parlementaire
PPA. Mais ça, c'est la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas le Cameroun. Voilà, l'article 66. Écoutez-moi. Non, ce n'est pas une affaire. Que vous faites... Le Cameroun n'invente pas le droit. Oui, mais Monsieur Obama, je suis d'accord avec vous. La constitution camerounaise, ils ont copié ce qui se passe ailleurs. La constitution camerounaise. Non, c'est pas une affaire de Cameroun. On ne va pas tropicaliser le droit. Je ne veux pas avoir des débats avec vous. En train de dire... Est-ce que vous me comprenez? Non, c'est je ne veux pas avoir un débat avec vous sur le mandat impératif. Vous m'avez posé la question, vous ferez comment? Vous avez répondu. Moi, je retiens votre réponse, mais je vous rappelle quand même qu'il y a d'autres juristes comme vous. Vous refusez, en fait, vous ne voulez pas comprendre. Il y a des Camerounais, qui veulent pas moi que vous devez convaincre. Alors j'ai cette tribune. Moi je vous rappelle. J'ai cette tribune pour rappeler aux Camerounais que la transhumance politique n'est pas interdite au Cameroun. Ça veut dire quoi? Un député, un conseiller municipal qui quitte un parti pour intégrer un nouveau parti, représente désormais ce parti. Parce que le terme parti représenté renvoie à l'idéologie. Il ne renvoie à rien d'autre. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, cet exemple partant, article 66 de la Constitution ivoirienne dit clairement, chaque député représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Et c'est la même chose qu'au Cameroun. Dans tous les pays africains, j'ai pris les constitutions du Malawi. Je peux vous les lire, mais ça va prendre du temps. Toutes ces constitutions, le moment venu, nous allons soumettre ce cas. Donc, quand on parle de parti représenté, soyez vraiment, il ne faut pas qu'on s'amuse avec ces interprétations camerounaises qu'on veut déjà en faire du droit. La constitution camerounaise est une copie des constitutions qui existent en Afrique francophone. C'est une copie. Vous prenez la constitution ivoirienne, vous prenez la nôtre, c'est pratiquement la même, c'est du Sénégal, c'est la même chose. Donc on n'a pas inventé. Les constitutionnalistes, tout le monde le sait. Allez interpréter n'importe quel constitutionnaliste sur cette question. Il n'y a pas de rapport mandat dans le cadre d'un pays qui évolue sous le régime de mandat représentatif. Donc, si vous avez des élus dans votre parti, qu'ils aient été investis par un parti dès le départ, cet élu-là représente votre idéologie, il vous représente. C'est ça. Vous n'allez rien inventer. Si maintenant le Conseil constitutionnel du Cameroun, moi ça me surprendrait que le président Atangana, le professeur Mikwache, le Kenneth Donfa, qui sont des juristes de haut vol, et tous les autres, se permettraient de venir dire au Cameroun que la transhumance politique n'est pas autorisée. C'est sur quelle base? Ça veut dire quoi? Ils veulent remettre en question le mandat représentatif. Ils veulent remettre en question tout. J'ai appris certains universitaires disent que oui, la Constitution, on n'a pas à recourir à la Constitution. Or, si vous prenez l'article... Pour ça, Magloire, on doit dire qu'il n'y a pas de débat sur le mandat impératif. C'est un mensonge médiatique et le mandat impératif est clair. Le mandat est clair. Je ne veux pas parler du professeur Ondoa parce que c'est quelqu'un que je respecte, mais je vais vous dire qu'il s'est trompé. Et je sais que... Ah mais c'est grave ça. Je sais que scientifiquement, il ne peut pas défendre ça dans un lieu où il y a des intellectuels, des juristes. Il ne peut pas le défendre. Parce que je connais son honnêteté intellectuelle. Il a fait dans le cadre partisan, il a été invité dans une chaîne de télévision du cabinet civil de la présidence de la République. Il n'a pas été invité dans un forum où il y a des intellectuels pour parler du droit. Le professeur Magloire, c'est quelqu'un que je respecte, c'est un grand intellectuel, mais il a été là dans le cadre partisan et il a donné ce qu'on lui a demandé de dire. Moi, je ne voudrais pas. Et ça, je déplore. On va sur le mandat impératif, je vous suggère quelque chose. Puisque sur le mandat impératif, je n'ai peut-être pas les armes épistémologiques pour discuter avec vous sur la question. Moi, ce n'est même pas. Je suis pas là pour vous convaincre que vous ayez raison ou tort. Je suis prêt à organiser un débat avec le professeur Onanguini bien sûr. Et vous sur le mandat impératif. Oui, absolument. Ça vous convient? Oui, ça me convient. Passons. Donc pour vous, vous allez passer par soit la transhumance politique. Soit le parti a les 300 signatures, soit nous allons passer par la transhumance politique qui est protégée et qui est garantie non seulement par la Constitution. Et là, je tenais à dire, parce que j'ai appris que le code électoral ne fait pas recours à la Constitution, je demande aux uns aux autres d'aller lire l'article 2 du code électoral qui dit que les suffrages sont régis par la Constitution et par la loi. Les suffrages? Oui. C'est-à-dire le suffrage. Le suffrage, c'est quoi? On dit que le vote est secret, le vote est universel. C'est comme ça. Le suffrage, c'est quoi? C'est l'élection. C'est l'élection. L'article 1, attendez, permettez-moi, j'ai quand même des notes ici. Hein. Excusez-moi, c'est très important d'avoir ces notes-là, parce que si on ne les a pas, ça devient compliqué.
je vais les retrouver. Prenez votre temps, hein, cherchez vos notes, il n'y a pas de problème. Oui, il y a l'article, ceux qui ont l'article 2, peut-être ils peuvent nous le trouver, cet article 2 là. L'article 2, voilà, l'article 1er du Code électoral dit, la présente loi porte code électoral. Elle fixe notamment, alinéa 2, les dispositions communes à l'élection du président de la République, les dispositions spécifiques à l'élection à la vacance à la présidence de la République, les dispositions spécifiques à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, les conseillers municipaux et tout le reste. Article 2. L'élection a lieu au suffrage universel. L'élection universelle égale et secret. Alinéa 2. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions et selon les modalités prévues par la Constitution et la présente loi. Vous voyez très bien que le code électoral se réfère aussi à la Constitution. Donc ceux qui vont vous dire que non, la Constitution n'a rien à voir avec le code électoral se trompent. Et si ces personnes insistent de le dire, si elles insistent de le dire, moi je évoquerai l'article 128 du code électoral qui dit que les députés, il n'y a pas de prorogation, qui ne prévoit pas de prorogation du mandat des députés. Mais ce mandat est prorogé sur la base de la Constitution. Donc parler de députés, de présidents, la publique d'élection et tout le reste, et dit que la Constitution n'a rien à voir, c'est triste. Je ne voulais pas employer un mot pour le dire. Et il y a des intellectuels, et ça vraiment, je vais le dire ici, il y a des intellectuels camerounais, il faut qu'ils se méfient. Parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Quand un intellectuel peut venir soutenir un mensonge juridique, tromper la science, tromper les enfants qui écoutent, leurs étudiants qui les écoutent, parce qu'ils ont des intérêts matériels, parce qu'ils ont des intérêts pécuniaires, il y a un problème. L'intellectuel doit être au-dessus de ça. L'intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui cherche un poste. C'est pour ça que nous respectons des intellectuels comme Eboussi Boulaga, des personnes qui étaient détachées du matériel, Hubert Mononjana et tous les autres. Qui étaient détachés, c'était ça les vrais intellectuels. Ces intellectuels qui veulent avoir des belles voitures, qui veulent avoir des VX, qui veulent rouler qui veulent habiter des grosses maisons, qui veulent voyager, qui veulent vivre la belle, ce ne sont pas des intellectuels. Ils n'ont qu'à faire autre chose. Parce qu'un intellectuel, c'est la science. Il protège la science. Il veille à ce qu'on ne s'amuse pas avec la science. Un professeur d'université ne peut pas venir s'asseoir et dire que la transhumance politique n'existe pas. La transhumance politique ne permet pas d'avoir des députés, ne permet pas de dire qu'on est représenté. Et ils le disent. Et ils veulent faire accepter ça en conseil constitutionnel dans un pays. Le Cameroun n'est pas le premier pays. Je vous dis, allez en Italie. J'ai pris le cas de la Côte d'Ivoire. Le parti de M. Laurent Gbagbo n'a pas participé aux élections à un groupe parlementaire et est représenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avec 18 députés. Ce sont des faits. Vous n'allez pas me dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de grands professeurs de droit. Vous n'allez pas me dire que dans tous les autres pays, il n'y a pas de grands professeurs de droit et qu'au Cameroun, on a inventé et que c'est le Cameroun. On va camerouniser le droit. On veut le tropicaliser. Ce n'est pas vrai. Je le dis. C'est compris. Voilà. C'est que vous appelez les intellectuels qui défendent les pots. Je pense que on est tombé d'accord. Moi, je suis prêt à les rencontrer. Prêt à affronter Onangini. On viendra. Ce sera Onangini. Oui, mais n'importe lequel. Moi, j'ai déjà eu des débats avec lui. J'avais eu le débat de l'inéligibilité du président avec lui. Et là où j'avais évoqué la théorie des droits acquis. D'accord. Il n'a pas pu résister à l'analyse. Je vais appeler le prof Onangini après l'émission. On va tomber d'accord sur. Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais? Je voulais qu'on parle de vos propositions concrètement sur le plan, au cas où votre candidature est finalement acceptée et que votre hypothèse est acceptée par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous proposez? Bon, alors, ce que moi je propose déjà, le problème du Cameroun est d'abord économique. Oui. À M. Ernest Obama, le Cameroun a un problème économique. Mais ça se sait, non? Non, ça ne se sait pas. Si. Ça se dit, mais ça ne se sait pas. Pourquoi je le dis? La pauvreté ambiante est à l'origine de tout ce que je viens de décrire là tout à l'heure, où les intellectuels se réunissent la science. C'est parce qu'on est dans un milieu où il n'y a pas assez pour tout le monde. Tout le monde court vers le gain, à gagner, nourrir ses enfants. La pauvreté est ambiante. Et ça fait que pour diriger ce pays, pour le remettre sur les rails, il faut penser la question économique. Comment? La question économique, moi, premièrement, la première mesure que je prends, c'est que le budget du Cameroun passe à 20 000 milliards. 20 000 milliards dès janvier 2026. 20 000 milliards. Sur quelle base? Parce que le budget, on passe de... le budget ne se décrète pas. Oui, le budget actuel du Cameroun, c'est un budget appauvrissant. C'est un budget de paresse. C'est un budget de paresse. Ça veut dire quoi?
dès qu'on vous nomme ministre des Finances, vous vous dites, bon, moi je ne veux pas prendre de risques, parce que moi l'essentiel c'est que je reste à mon poste, ou Premier ministre, hein, tous ceux qui participent à la confection de ce budget-là, ils se disent que bon, ben nous, il ne faut pas prendre de gros risques. On ne prend pas de gros risques. On fait un budget qui va permettre d'être réalisé et on convainc le président que voilà, c'est que voilà, vous avez demandé d'apporter peut-être 5 000 milliards, voilà les 5 000 milliards, et comme ça le président va dire, ah ben ça c'est un bon ministre des Finances, et il va vous laisser. Oh, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le budget de la Côte d'Ivoire, Ernest, il est de plus de 15 000 milliards. Et je vais restons sur le Cameroun. Oui. Comment vous faites pour passer? Le budget actuel est entre 6-7 milliards. Comment on arrive à 20 000 milliards? Oui, je suis en train d'y venir. Si vous permettez. Hein. Allez-y. Voilà, c'est pour vous dire que nous accusons un grand retard. Les recettes de TVA de la Côte d'Ivoire sont l'équivalent du budget du Cameroun. Les seules recettes de la TVA de la Côte d'Ivoire, et peut-être quelques petits impôts, sont l'équivalent, ou alors même au-dessus du budget actuel du Cameroun. Est-ce que c'est normal? Donc ce que nous faisons... Est-ce que l'activité économique... Voilà, parce que quand on parle de TVA, pour que les recettes de la TVA soient... je veux dire, la TVA, il faut que l'activité économique soit intense. Est-ce que sur le plan économique, on peut comparer le Cameroun à la Côte d'Ivoire? Je vais expliquer. Allez-y. La TVA, c'est un impôt sur la consommation. C'est le consommateur, c'est la population qui le paye. Voilà, c'est pas l'impôt, c'est pas un impôt, je sais pas, généré par les entreprises à tout prix. Ça veut dire quoi? Chaque fois que vous achetez un pain dans une boutique, je crois que l'impôt, la TVA au Cameroun, c'est 20%. 19,25, parce que j'ai deux chiffres en France, c'est 20, donc je crois qu'au Cameroun c'est 19,25, je sais pas quel des deux, parce que je joue avec les deux. Voilà, donc c'est 19, je crois que c'est 19,22. Ça veut dire 25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Ernest. Les chiffres, on va faire le fact-checking, mais je pense pas que ce soit le cas. Ça doit être 19,25. Mais c'est que l'IR c'est 14%, non, et puis le chiffre, on remarque de l'État, je suis en train de parler de la TVA. Oui. Chaque Camerounais qui achète quelque chose paye des impôts. C'est dit à Luca. Je parle de la TVA. Écoutez-moi bien. Je suis très précis. Parce que beaucoup de gens disent que oui, les gens ne paient pas les impôts au Cameroun. Non. Chaque Camerounais, lorsqu'un enfant achète un bonbon, il y a une TVA là-dessus. Chaque Camerounais qui achète, on appelle cela l'impôt sur la consommation, la TVA. C'est la plus grande recette fiscale, ou alors même dans le cas des ressources de l'État du Cameroun. C'est la TVA. Alors, comment pouvez-vous imaginer que les Camerounais achètent, il y a pratiquement... On dit que nous sommes 31 millions. Ces Camerounais tous achètent, même s'ils n'achètent pas au même niveau. La TVA au Cameroun est de 17%. Elle est de 17%. Oui. Oui, bon. Je sais pas, excusez-moi, moi j'ai des chiffres. Elle était à 18% auparavant. Bon, elle a baissé, bon, ok, bon, c'est pas, moi je pas. Et vous voulez la mettre à combien? Non, attendez, je suis en train d'expliquer ce que c'est que la TVA. Et je vous dis pourquoi je vais atteindre, et comment je vais atteindre les 20 000 milliards. Donc, on a un problème au Cameroun. Si il y a 30 millions de Camerounais, imaginez-vous que chaque jour, les 30 millions de Camerounais, ou alors 20 millions de Camerounais font des achats. Et il y a une TVA qui est prélevée par les commerçants. Est-ce que cette TVA est reversée? Le régime camerounais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? Déclaration, c'était un régime... On fait la déclaration. Ça, c'est des méthodes... C'est ce que j'appelle la paresse, l'incompétence notoire. Ça n'existe plus, ça. Ça ne devrait plus exister. Parce qu'aujourd'hui, on digitalise. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire peut avoir 7 000 milliards de TVA à peu près? Hein? Ah ben bon, il y a quelques petits impôts, mais c'est 7, il y a les dons, mais c'est dans les 6 000 milliards de TVA. Parce qu'ils ont là-bas ce qu'on appelle les caisses enregistreuses. Chaque Camerounais paye la TVA. Je dis même les enfants qui achètent des bonbons. Mais cette TVA est collectée par certains individus qui ne la reversent pas, certainement avec soit du fait de l'incompétence de nos administrations fiscales et même du gouvernement, parce que tout ça c'est le gouvernement, et soit des manipulations qui ont souvent cours dans ce genre d'opérations. Alors qu'est-ce qu'on fait en Côte d'Ivoire? Il y a ce qu'on appelle les caisses enregistreuses, parce que moi j'étudie, je vois ce que les autres font. On n'invente pas la roue. Donc dans ces pays-là, on prélève l'impôt, la TVA, lors des achats. C'est-à-dire que vous enregistrez, il y a des caisses enregistreuses. Ces caisses enregistreuses, là, directement, il y a un serveur au niveau de la direction des impôts qui sait déjà que tel commerçant, voilà ce qu'il a collecté comme TVA.
Et à la fin du mois, on vous adresse une facture. On ne vous dit pas, venez déclarer ce que vous voulez. Venez déclarer, venez dire ceci ou cela. Non, on vous dit, voilà ce que la machine a enregistré qui est chez vous. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc digitaliser l'économie, le commerce. Chaque commerçant aura une caisse enregistreuse. Même si vous payez avec les pièces, vous n'allez plus payer directement entre les mains, il va mettre dans sa caisse. Il y aura une caisse enregistreuse où la personne mettra, vous mettrez les pièces et ça sortira et on verra très bien quelle est la part qui revient à l'État dans cette opération. Donc il y aura donc la sécurisation. Vous laissez la TVA à 17%? Elle peut rester à 17%. Je rappelle que 17%, elle monte à 19% avec les centimes additionnels. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que la TVA, elle est pratiquement de 19,25, je crois. Oh, 19,25 avec les centimes additionnels. Moi, je ne sais pas. Bon, celui qui a dit 17%, j'étais un peu dubitatif. Ah, c'est moi qui ai dit 17%. Ok, bon, voilà. Donc, mais la TVA, 17% sont les centimes additionnels qui on la maintient en l'état. Tous les Camerounais payent l'impôt. Les Camerounais payent déjà, on n'augmente pas d'impôt. Ils payent l'impôt. Mais cet impôt que le Camerounais qui achète du pain, il verse 20%, pratiquement 19% à l'État du Cameroun. Quand il paye son pain, il le sait. Et l'argent n'est pas reversé selon vous? L'argent n'est pas reversé à l'État. Parce que c'est la déclaration. Donc on va digitaliser. Il y aura un système au Cameroun. La digitalisation, c'est quoi? C'est aussi quoi? C'est que, prenez la carte nationale d'identité. Chaque carte nationale d'identité aura un compte bancaire. Parce qu'il y aura une loi qui sera prise, le droit au compte bancaire. Chaque Camerounais, quel que soit son âge, aura droit à un compte bancaire. Ça veut dire que quand il va acheter, il achète avec sa carte nationale d'identité, qui est là, il a sa carte nationale d'identité, et là-dessus, il y a aussi son compte bancaire. Donc quand il va acheter, au lieu de donner des espèces, il pose tout simplement sa carte, il dit, il met peut-être, on met un montant, il pose. Il y a même encore. Même dans votre village, on le fera? On le fera dans les villages, mais ça dépend des opérations. Ça dépendra des opérations. Non, tout ne peut pas être digitalisé dans les villages, mais avec une carte nationale d'identité, une grammaire. Encore que vous parlez de grammaire, moi dans mon village, la plupart des gens dans mon village, des populations de mon village, utilisent par exemple Orange Money, MTN Money. Moi je leur envoie, je leur fais des transferts. Ils savent, les gens savent manipuler l'instrument. Ça se démocratise. C'est votre seule réforme? C'est une grosse réforme. Moi, je parle de cette réforme-là. Oui, donc, la sécurisation de la TVA, c'est une mesure forte. Au Cameroun, nous sommes plus de 30 millions. Ça, c'est sûr. Parce que si on fait un vrai recensement des populations, on va trouver qu'on est peut-être plus nombreux. Donc, c'est une réforme des impôts? C'est une réforme de l'impôt. On va sécuriser la TVA. Et les impôts sur les revenus, les impôts sur les IS, les impôts sur les sociétés, nous allons les supprimer pour booster la création des entreprises. Parce que cet impôt-là, quand vous regardez très bien, n'apporte pas. Il y a quelques entreprises qui supportent cet impôt et qui sont taxées très lourdement. Ça fait que beaucoup d'entreprises préfèrent aller investir ailleurs et envahir notre pays dans le cadre des accords de partenariat économique parce que ça coûte cher. L'impôt camerounais est confiscatoire. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas développer un pays avec ça. On va créer à peu près ce qui se passe au Maroc. Vous savez, le Maroc est pratiquement un paradis fiscal. Mais on ne le dit pas. La plupart des pays qui se développent en Afrique créent ces conditions-là. Donc nous allons supprimer certains impôts qui asphyxient les entreprises pour drainer l'investissement dans notre pays. Voilà. Ça, c'est une mesure. La deuxième mesure, c'était donc la suppression de ces impôts-là pour amener l'investissement, pour amener les entreprises qui vont venir créer de l'emploi, qui vont venir créer de l'activité, qui va permettre de booster. Et maintenant, la troisième mesure, Ernest Obama. La troisième mesure, c'est la mine camerounaise. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Est-ce que vous savez ce qui se passe avec l'or dans ce pays? C'est un scandale. En 2017, un rapport de Transparency, d'Interpol 2017 a déclaré que le Cameroun a vendu aux Émirats Arabes Unis 10 tonnes d'or, 10,7 tonnes d'or. C'est à peu près l'équivalent de, si nous prenons la tonne d'or, peut-être que je vais donner les chiffres tout à l'heure. Et le Cameroun a dit que non, nous avons vendu 4 kg d'or. 2017, c'est un rapport qui existe. Ils ont vendu 10 tonnes d'or. Je vais vous donner exactement ce que ça fait, ça donne comme incidence financière. Ça donne quoi? Ça donne 10 tonnes d'or. Au prix actuel, c'est 600 milliards de francs CFA
que le Cameroun, de l'or du Cameroun, sorti du Cameroun. Ah, moi, j'ai pas vu le rapport, hein, ça c'est vous qui dites. C'est un rapport qui existe et personne, mais vous pouvez aller sur Internet, ce rapport, les rapports d'Interpol existent. Interpol, en 2017, a ce rapport. Et l'État du Cameroun a dit non, nous reconnaissons avoir vendu 4 kg d'or aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe à l'Est, c'est un scandale. L'or du Cameroun est puisé sous prétexte que c'est de l'exploitation artisanale. Or, vous arrivez là-bas, vous allez trouver des machines, des engins qui sont en train de creuser l'or. C'est de l'exploitation industrielle d'or. Et cet or sort sur la base des exonérations. On écrit, bon voilà, vous pouvez sortir. On sort avec ça des masses d'or, des tonnes d'or du Cameroun. Est-ce que vous savez que le diamant de Mobilon, l'une des plus grandes réserves de diamants au monde, est en train d'être exploité? Vous êtes au courant? Vous avez vu les revenus de ça? Non. Qu'est-ce que l'or apporte à un pays? L'or apporte de l'argent. L'or, c'est de liquide. Nous n'avons rien à faire au FMI. Vous apprenez que le Cameroun va au FMI, c'est pour chercher quoi? Le Cameroun va au FMI. Monsieur Ernest Obama, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Vraiment, je suis très très sérieux. Le Cameroun va au FMI pour aller chercher 300-400 milliards de devises. Or, l'équivalent de 20% du territoire national, je dis l'équivalent, d'après les chiffres du ministère des Mines du Cameroun, l'équivalent de 20% est couvert d'or. L'or du Cameroun est en train d'être exploité clandestinement. Et ce sont des tonnes d'or. Je dis bien des tonnes d'or. Ça également, vous êtes responsable de vos déclarations, parce que moi je n'ai pas de preuves de tout ce que vous dites. On a vu. Mais je vais prendre des exemples. Je vous ai cité ce rapport d'Interpol de 2017. Oui, mais le rapport d'Interpol, je ne l'ai pas eu. Et le Cameroun s'est justifié en disant, et encore, regardez ce qui se passe avec la Sonamine. On a créé la Sonamine. Vous avez vu le gap, dès que la Sonamine, on a dit que bon, maintenant la Sonamine va contrôler la production d'or. Il y a eu une augmentation de pratiquement 60% des réserves d'or du Cameroun. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passait. Et en dehors de ça, on a eu une réforme du code minier. On a eu une réforme du code minier qui disait que désormais c'est la Sonamine qui va acheter tout l'or. C'est ça que nous ferons. Qu'est-ce que nous ferons? Nous allons demander à nos militaires, le génie militaire, d'aller à l'est, au sud, d'aller dans la Damawa, creuser notre or et constituer des réserves d'or en tonnes. Qu'on va revendre. Qu'on va maintenant soit revendre, soit créer notre propre monnaie, parce qu'il est question de sortir du CFA en 2026. Ah, ça c'est votre proposition. Oui, c'est une proposition. On n'a rien à faire dans cette affaire. On n'a rien à faire dans le CFA. Donc nous allons sortir parce que nous aurons des réserves d'or. Le Cameroun est l'un des pays les plus olifères. Vous savez aujourd'hui, le Ghana, la monnaie ghanéenne est plus forte que le dollar en ce moment. Le Ghana se dit. Oui, parce que le Ghana a augmenté ses réserves d'or. Ce qui se passe au Burkina Faso, vous croyez que c'est quoi? Avec le capitaine Ibrahim Traoré, c'est l'or. L'or, c'est du liquide, Ernest. L'or, c'est la devise. Quand vous avez de l'or, ça veut dire quoi? Au Cameroun, on a l'argent dans le sous-sol. C'est notre or. Donc nous creusons notre or, nous le sécurisons, nous construisons des stocks. On vous dit en 2017, on a sorti seulement pour les Émirats 10 tonnes d'or. En 2017, bon, imaginez-vous qu'on prenne notre génie militaire, on leur donne des moyens pour aller creuser l'or. Mais on va constituer des tonnes et des tonnes d'or et le Cameroun sera un pays riche. Et c'est ce que nous ferons dès 2016. 10 tonnes d'or. 10 tonnes d'or en 2017. Nous sommes en année électorale et c'est une année particulière. C'est-à-dire, depuis quelques semaines, on voit des démissions en cascade dans le gouvernement. Donc il y a vraiment plus d'entente dans le gouvernement. Et il y a un côté qui pense que c'est une stratégie de manipulation pour diluer les voix de l'opposition au Cameroun. Et d'autres qui voient là réellement une opportunité de changement. Ceux qui fantasment, bien sûr, sont plutôt optimistes, surtout avec le discours de Issa Tiroma Bakary qui est plutôt assez dur. Donc tout porte à croire en tout cas qu'en octobre, on risque d'avoir quand même une année électorale un peu plus mouvementée que celle de 2018. Déjà que celle de 2018 était quand même mouvementée, avec l'avènement de, dans un premier temps, de Cabral Libye et de Maurice Kamto surtout. Mais cette fois, les démissions de Issa Tiroma, de Bello Bouba et les velléités de coalition qui sont en train de mûrir en back-office, les gens ont de l'espoir. Les gens ont de l'espoir que cette année soit une année électorale intéressante. Alors, est-ce que le changement au Cameroun, c'est pour cette année,
Ou alors, le RDPC, comme d'habitude, va réussir à s'en sortir. Est-ce que le gouvernement en place va encore tirer son épingle du jeu? C'est ce qu'on aimerait savoir. Donc, en tout cas, on est dans une phase importante, une phase intéressante. Et les élections deviennent passionnantes. Il faut vous intéresser à la politique, les gens. Et intéressez par la politique. C'est très passionnant, la politique. C'est dynamique, ça bouge. La politique, c'est comme le football, c'est comme le sport. C'est très dynamique. Voilà. Donc, abonnez-vous pour ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois. Et partagez au maximum pour que d'autres personnes puissent voir. Donc, ici, on parle de tous les sujets. Politique, sport, culture. Voilà, tous les sujets. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.